Il annonçait un plan Marshall de 800 milliards de dollars sur 15 ans, avec un budget, s'il était élu, de 20 milliards par an sur 5 ans, puis de 35 milliards par an. Hier, candidat à l'élection présidentielle, il s'est depuis installé en RDC, où il préside un regroupement, les Forces du Changement. Ancien directeur résident de la Banque mondiale, nous recevons aujourd'hui dans l'émission Face à Face, Monsieur Noël Tchani Mwandiavita, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir à Top Congo. La RDC est à la recherche d'un programme avec le FMI. Trouvez-vous cette démarche productive, indispensable ou salutaire? Je pense que la démarche entre dans la ligne des choses normales à faire pour un pays qui a été littéralement financièrement isolé de la communauté financière internationale. Il est important d'avoir un programme avec les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Sauf que je pense qu'avant d'aller dans ces programmes avec ces institutions, il est important que le Congo ait sa propre vision de développement et comprenne très bien cette vision de développement et ce qu'il faut pour la mettre en œuvre. J'ai peur qu'on soit parti trop tôt dans les négociations avec les institutions internationales sans qu'on se soit assuré qu'ici au Congo, nous avons ce programme qui a l'adhésion de toute la population congolaise. C'est pour ça que moi j'ai proposé le plan Marshall. Et je ne sais pas s'il y a l'équivalent du plan Marshall aujourd'hui qu'on présente à ces institutions. Aujourd'hui, pourquoi alors saluez-vous si vous semblez dire que n'être pas sûr que l'actuel pouvoir a une vision? Pourquoi vous trouvez-vous bien que le pays soit en programme? Je ne dis pas que l'actuel pouvoir n'a pas de vision pour le Congo. Je pense simplement que s'il y a une vision, cette vision n'est pas la vision partagée par le peuple congolais et qu'il y a des étapes qu'il faut franchir pour arriver à vendre cette vision au peuple congolais pour que tout le monde y adhère. Vous savez, dans le passé, on a connu beaucoup de programmes financés par la Banque mondiale, par le Fonds monétaire, par la Banque africaine de développement, mais des programmes qui se sont soldés par des échecs. Pourquoi? Parce que on fait des choses qu'on nous demande de faire, mais dans lesquelles nous, Congolais, nous ne croyons pas. Et j'ai peur que la situation n'ait pas changé considérablement. Qu'est-ce qu'il lui fallu faire? Expliquer d'abord à la population ce qu'on doit faire et ensuite aller rechercher un programme? Je pense que ce qu'on aurait dû faire, c'est ce que j'ai fait avec le plan Marshall. C'est-à-dire rédiger un programme avec la participation de tous, vendre ce plan à tout le peuple congolais, sensibiliser la population pour que les gens comprennent exactement ce qu'on va chercher à réaliser. Par exemple, dans le cas du plan Marshall que je préconise pour la RDC, sortir le Congo du sous-développement, en faire un pays émergent en 15 ans et maintenant, quelles sont les étapes à parcourir? Une fois que nous avons toutes les parties prenantes qui ont mordu à l'hameçon, je peux dire que ce sera plus facile de mettre en œuvre ce plan et de le vendre aussi aux institutions financières internationales. Je pense que nous avons inversé l'équation ici. On est allé dans les discussions avec les institutions internationales. Certaines de ces institutions nous ont dit ce qu'elles pensent est bon pour le peuple congolais et nous avons mordu à l'hameçon de ce qu'eux y pensent. Je pense qu'il aurait été utile que nous soyons dans le siège du conducteur, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc dans les actuelles discussions, il n'y a que un partenaire qui sait ce qu'il veut, l'autre va juste à l'information ou au conseil. C'est ce que vous dites? Pas nécessairement. Par exemple, j'ai entendu parler d'aide budgétaire de 1,5 milliard de dollars qui viendrait de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international. Cette aide budgétaire est déterminée sur base de quoi? Et je voudrais juste vous donner une idée pour que vous puissiez réaliser qu'en réalité, le Congo a beaucoup plus besoin d'aide budgétaire, de gros montants par rapport à ce que nous propose aujourd'hui. Rien que financer la gratuité de l'enseignement qui ne faisait pas partie des budgets antérieurs. Cette gratuité de l'enseignement va coûter entre 2,5 milliards à 3 milliards de dollars par an. On nous propose 1,5 milliard. Cet argent ne peut pas financer la gratuité de l'enseignement, sans compter maintenant la mise en place de l'assurance maladie universelle, sans compter l'appurement de la dette intérieure qui s'élève à 3,5 milliards de dollars, sans compter aussi les arriérés des salaires que les entreprises publiques doivent au personnel congolais depuis les 3-4 dernières années. Si on fait l'inventaire donc de tout ça, et sans compter aussi la récapitalisation nécessaire de la Banque centrale pour qu'elle soit à mesure d'intervenir et de soutenir la valeur de la monnaie en cas de besoin.
Quand on fait l'inventaire de tout ça, on va trouver que ce Congo a besoin de beaucoup plus d'aide budgétaire que les modiques sommes qu'on nous a proposées jusqu'à présent. Oui, mais ces modiques sommes ou aides budgétaires sont ce qui est disponible pour le moment. Si vous aviez été, allez, politique fiction, si vous aviez été élu, qu'auriez-vous fait? Si j'avais été élu, j'aurais d'abord, encore une fois de plus, réaffirmé le plan Marshall pour la reconstruction de la République démocratique du Congo que je propose. 800 milliards de dollars. 800 milliards de dollars sur 15 ans. Que vous auriez financé aussi... comment? Puisque vous dites que c'est une bonne chose que la RDC ait un programme avec le FMI, ça la rend plus crédible, ça rend sa gestion un peu plus transparente. Comment est-ce que vous seriez passé de aujourd'hui on propose 1,5 milliard, vous dites que c'est pas assez, aux 800 milliards sur les 15 ans? La première des choses que j'aurais faites pour arriver à mobiliser tout cet argent-là, et d'abord je vous informe que le Congo a une grande capacité de mobilisation des ressources intérieures, sauf que on n'a pas fait assez pour que ces ressources intérieures entrent dans les caisses de l'État. Je voudrais juste mentionner donc 2 exemples spécifiques qui montrent. Qu'auriez-vous fait? On va ce que j'aurais fait. Ce que j'aurais fait. On parlera de ça. J'aurais d'abord mis l'accent sur l'amélioration de la gouvernance, c'est-à-dire la lutte acharnée contre la corruption, la prédation des ressources naturelles et les détournements des fonds publics. C'est-à-dire que on réforme la justice et toute personne qui ose mettre ses mains dans les caisses de l'État, cette personne se retrouve devant la barre, va à Makala. Quand on va faire ça avec une personne, une deuxième et une troisième, tout le monde va se mettre au garde-vous. Actuellement, vous savez très bien, Christian, qu'il y a des allégations très graves de détournement des fonds publics dans notre pays. Mais jusqu'à présent, le public a l'impression qu'on n'a pas fait assez pour arriver à mettre ces gens-là devant la barre. Je voudrais mentionner. L'impression, vous dites. Pourquoi ce n'est qu'une impression? C'est parce que, je dirais même que c'est la réalité. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a des allégations de détournement de 15 millions de dollars, de 200 millions de dollars, et j'en passe. Il y a plusieurs dossiers de ce genre-là. Le public a besoin de voir des effets de démonstration. C'est-à-dire qu'on ne parle pas simplement de la lutte contre la corruption, mais on mène réellement la lutte contre la corruption. Et jusqu'à présent, depuis les 12 derniers mois, on ne voit pas ça. Donc aujourd'hui, Félix Tshisekedi devrait mettre un accent plus fort avant tout programme avec le FMI, avant toute autre initiative sur la justice et la lutte contre la corruption. Je pense que ça doit être les priorités parmi les priorités. Pourquoi? Parce que si on va demander de l'argent, d'aide budgétaire, vous savez ce que ça veut dire aide budgétaire? C'est-à-dire qu'on prend une grosse enveloppe pleine d'argent, on vous donne et on vous fait confiance et on vous dit vous allez utiliser cet argent à bon escient en mettant en œuvre des programmes spécifiques de développement donc de votre pays dans des secteurs différents. Mais pour qu'on vous fasse cette confiance-là, il faut déjà que vous prouviez qu'au niveau intérieur, le peu de ressources que vous avez et que vous pouvez mobiliser à partir des richesses nationales, ces ressources-là sont utilisées à bon escient. Mais quand on trouve et on constate que le peu de ressources que vous avez à l'intérieur, ces ressources sont détournées à travers des mécanismes divers, on ne peut pas vous faire confiance. Je voudrais vous donner 2 exemples illustratifs. Vous savez, la RDC a environ 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants, nous allons demander l'aide budgétaire, on donne 1,5 milliard de dollars. L'Argentine a 44 millions d'habitants, a demandé l'aide budgétaire auprès des mêmes institutions. On lui a donné 57 milliards de dollars sur 3 ans. Parce qu'elle ne produit pas autant, elle n'a pas aussi une force de remboursement aussi importante que la RDC. Enfin, la RDC n'a pas la capacité de remboursement de l'Argentine. Mais la RDC doit, pour avoir la capacité de remboursement, elle doit mobiliser ses ressources intérieures. Non, oui, mais la seule mobilisation des ressources intérieures n'aurait pas suffi. Il faut un minimum de garantie. Vous parlez de 800 milliards. Vous les auriez eu, vous, comment? J'aurais mobilisé les 800 milliards de dollars de la façon suivante. 1, d'abord, mener une lutte acharnée contre la corruption, la prédation des ressources naturelles et les détournements des fonds publics. Capturer tout l'argent qui échappe au trésor public, le mettre dans le trésor. En le faisant, on allait avoir quoi? Je vous donne 2 exemples. 1, le professeur Luzolo Bambi, que tout le monde connaît, qui était conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption. Il a fait un travail extraordinaire. Il est arrivé à la fin de son travail à conclure que chaque année, la RDC perd de 10 à 15 milliards de dollars sous forme de fraude fiscale, détournement de fonds publics, sous forme de corruption.
là où nous devons commencer la bataille. C'est récupérer tous les dossiers sur lesquels Luzolo Bambi a travaillé, prendre toutes ces personnes qui étaient suspectées d'être corrompues et corrupteurs, les amener devant la barre et récupérer ces 15 milliards de dollars. Et rien qu'en récupérant cet argent-là, les 15 milliards de dollars, on les ajoute aux 11 milliards de dollars actuels, on aurait déjà un budget de 26 milliards de dollars, ce qui cadre bien avec ce que j'avais prévu dans le cadre du plan Marshall. Pendant les 5 premières années, 20 milliards de dollars par an. Les 15 milliards de Luzolo plus les 11 milliards actuels. Ça fait 26 milliards. Vous croyez 11 milliards actuels? C'est possible? Bon, ce sont des 11 milliards théoriques. Pourquoi? Parce que le taux de réalisation ne sera peut-être pas de 100%. En nous basant sur les expériences antérieures. Et j'ai peur que sur les 11 milliards, on aura réalisé peut-être 40, plus, 50%, pas plus que ça. Mais alors, si on a 40%, c'est que les choses n'ont pas changé fondamentalement, surtout que nous avons ajouté des nouveaux besoins qui n'existaient pas dans les budgets antérieurs. Je voudrais faire allusion ici à la gratuité de l'enseignement. Donc, ce budget est aussi modique que les budgets antérieurs et il n'est pas suffisant pour faire face aux véritables défis de développement auxquels la République démocratique du Congo est confrontée. Le gouvernement actuel appelle la population à des efforts, on parle de rigueur budgétaire, on parle où on se prépare au conseil d'administration du FMI à mi-juin. Selon vous, d'ici à mi-juin, est-ce qu'ils seront capables de tenir les objectifs que vont leur assigner FMI et Banque mondiale? Est-ce que la République démocratique du Congo a y gagné au bout? Oui, moi je pense que si on travaille, on devra atteindre les critères de performance qui sont convenus avec les institutions internationales. Mais je pense que le problème n'est pas là. Le problème, c'est d'avoir un programme conçu par les Congolais. Ça, on l'a bien compris. Revenons à la situation actuelle. Revenons au réel, parce que la question c'est, est-ce qu'on y arrivera? Qu'est-ce qu'on obtiendra au bout? Je peux dire, on peut y arriver si on travaille. On peut y arriver si on a les mains libres pour le faire. J'ai peur que la structure de notre gouvernement aujourd'hui, elle est contradictoire. Pourquoi? Parce que le même gouvernement se paralyse, les membres du gouvernement se paralysent entre eux, prennent des décisions et il y a d'autres qui bloquent la mise en œuvre de ces décisions. Donc, je ne peux pas prédire avec précision qu'ils feront ce qui est convenu avec le Fonds monétaire international ou avec la Banque mondiale ou avec la Banque africaine si déjà des actions à mener sur le plan intérieur, on n'arrive pas à les mener. Par exemple, pour changer la gouvernance, je dirais qu'il faut des nouvelles personnes. Parce que les anciennes personnes ou les personnes en poste actuellement qui viennent du régime antérieur, ces personnes ont prouvé qu'elles ne pouvaient pas faire grand-chose pour le Congo parce que le Congo n'a pas été bien géré. Donc dans le passé, la gouvernance n'a pas été bonne. Aujourd'hui, venons sur du concret. Vous avez dit certaines prennent des décisions, d'autres ne les appliquent pas. Le président a décidé d'un programme des 100 jours. Mais il a aussi décidé, dans un même temps, de voir FMI et Banque mondiale. Aujourd'hui, il y a la bagarre entre le ministre qui dit vouloir respecter l'orthodoxie du FMI et le directeur de cabinet qui dit qu'on n'en fait pas assez pour réaliser le programme des 100 jours. Vous donnez raison à qui? Moi, je considère déjà que ce pays est dirigé par un chef de l'État et ce chef de l'État a une vision et cette vision doit être mise en œuvre. Toute personne qui ne s'insère pas dans la vision du chef de l'État doit être mise hors d'état de nuire. Donc la vision du chef de l'État, c'est qu'il a convenu avec les institutions de Bretton Woods, les institutions internationales. Il faut la mettre en œuvre. Donc maintenant, la question est de savoir, est-ce que le ministre des Finances, tel qu'on le mentionne aujourd'hui, il fait des actions contre ou pour le chef, contre ou pour la vision, la mise en œuvre donc de la vision du chef de l'État. Ça, je ne saurais pas. Ça, je ne saurais pas dire. Je souhaiterais simplement que quand on est haut responsable politique dans un pays, qu'on soit à la présidence de la République, qu'on soit dans le gouvernement, il faut apprendre à régler les divergences des points de vue de façon responsable, pas passer sur les médias et commencer donc à se confronter publiquement. Je conseille donc aux ministres et aux directeurs du cabinet du chef de l'État de trouver des occasions de pouvoir parler en privé pour régler leurs divergences plutôt que d'exposer cela devant le peuple congolais. Au regard de ce qu'ils ont dit dans cette même émission, vous êtes un technique aussi, directeur résident de la Banque mondiale, vous avez fait plusieurs pays. Qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce qu'on doit suivre M. Caméré qui veut que soit fait plus, ou on doit suivre M. José Sélé qui souhaite absolument respecter les conditions imposées par les bailleurs de fonds? Quand on a un programme avec les bailleurs de fonds, un programme qu'on a choisi volontairement, qu'on a accepté, il faut faire ce qui est nécessaire pour arriver à réaliser ce programme avec succès.
Donc, si le ministre des Finances s'inscrit dans cette logique-là, je pense que c'est lui qui est le pilote, si je peux dire, de ce programme. Il faut pouvoir donc respecter les contraintes qu'il a, les actions qu'il entreprend pour arriver à satisfaire à cette volonté des institutions financières internationales. Mais encore une fois de plus, je ne voudrais pas condamner M. Kamere. Pourquoi? Parce que si M. Kamere voudrait s'assurer aussi que toutes les actions qui cadrent avec la vision du chef de l'État soient mises en œuvre, il faut qu'on arrive à le faire. Ce que moi je voudrais conseiller aux deux, c'est que comme des personnes responsables, des hauts fonctionnaires donc de notre État, que les deux se rencontrent en cas de divergence et que ces divergences soient aplanies avant qu'on puisse les exposer donc en public. Vous avez parlé de ceux qui hier ont dirigé et ont montré qu'ils n'étaient pas capables, et le vent nouveau, l'alternance. Vous y croyez à cette coalition FCC-Cash, vous? C'est une coalition contre nature. Pourquoi? Parce que je pense que ceux qui ont dirigé avant ont prouvé de quoi ils étaient capables. Ils nous ont légué un pays très pauvre, très endetté. Le Cash dit aujourd'hui qu'ils n'étaient pas tous mauvais, le président l'a même dit dans un discours qu'il y avait des compétences aussi au FCC. Ça, on ne refuse pas, et moi, je ne connais pas les informations que le chef de l'État a. Mais moi, je me base sur les résultats qu'on nous a laissés au niveau donc de tout un pays qui avait tout plein de ressources naturelles. Mais qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui? Pas d'infrastructure de base. Nous avons moins de 10% de la population qui ont accès à l'eau potable, à l'électricité. Nous avons 85% de la population active au chômage. Donc, c'est un bilan désastreux. Aujourd'hui, nous voulons tourner la page, sortir de ce bilan pour faire mieux. Je pense, moi, personnellement, que ceux qui ont été mauvais hier ne pourraient pas soudainement changer pour devenir bons aujourd'hui. Si le chef de l'État a trouvé qu'il y a des éléments bons dans l'ancienne équipe et avec qui il voudrait travailler, je voudrais respecter cela. Mais si moi, j'étais à sa place, je vous assure que le Congo a 100 millions d'habitants. Dans les 100 millions, on doit être en mesure de trouver des nouvelles personnes avec des nouvelles méthodes de travail pour pouvoir réaliser la nouvelle vision de développement pour le pays. Et je n'aurais pas à puiser nécessairement dans les anciens donc du passé que moi je pense pourraient aussi prendre la retraite et faire autre chose en dehors du gouvernement. Les anciens du passé qui sont aujourd'hui majoritaires à l'Assemblée nationale, on vous posait la question pendant la campagne. Si vous étiez élu président, qu'est-ce que vous auriez fait sans majorité? Je peux vous dire, à la place de Félix Tshisekedi, en tant que président de la République ayant un mandat populaire, de pouvoir mener le destin du pays dans l'intérêt du peuple congolais. Si je n'ai pas des mains libres pour arriver à diriger le pays comme il se doit, je vais dissoudre l'Assemblée nationale, je vais réorganiser donc des élections. Je vais d'ailleurs prendre l'opportunité pour réorganiser la vie politique. Nous avons 777 partis politiques et regroupements politiques. C'est trop pour un pays avec des maigres ressources que nous avons. Je voudrais qu'on réduise le nombre de partis à 2 ou 3 maximum pour que la démocratie puisse fonctionner. Par quel miracle? Par quel miracle? On dissout et on regroupe des gens par vision. On peut leur demander volontairement de se regrouper par vision. Je donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons le FCC et le Cash qui disent qu'ils se sont mis ensemble. Ils n'ont qu'à former un seul parti politique. En dehors de ce parti politique-là, il y aurait maintenant la force du changement. Et en ce moment-là, les gens vont choisir d'adhérer au FCC Cash comme parti ou regroupement politique ou bien à la force du changement. Donc, une nouvelle force politique indépendante, neutre, composée des gens qui ont une vision de développement et qui n'ont jamais été trempés dans la mauvaise gouvernance du pays. Vous marcherez sur les libertés d'association des uns et des autres. Vous savez, la liberté d'association, on la laisserait à la disposition de tout le monde en disant, vous adhérez. Vous savez, au Nigeria, à un moment, il y avait aussi le désordre politique tel que nous l'avons aujourd'hui. Le président Babangida avait décidé qu'il fallait qu'il y ait 3 ou 4 partis. Et les choses ont été réorganisées donc différemment. Je souhaiterais que les Congolais sortent un tout petit peu de ce fanatisme aveugle-là. Démocratie, oui, mais démocratie à l'extrême, c'est-à-dire des choses qui ne cadrent pas avec le développement du pays. Nous devons nous faire violence pour remettre le pays sur la bonne voie et je pense que 777 partis politiques, c'est trop. Revenons à 2 ou 3. Le Cash, le FCC n'ont qu'à former leur parti politique en face de la force du changement. Maintenant que le peuple congolais soit libre de choisir entre l'un ou l'autre pour qu'il y ait donc un débat démocratique tel qu'on le voit par exemple aux États-Unis entre les républicains et les démocrates. Faire fi de la Mouka, faire fi de toutes ces forces qui sont plus représentatives aujourd'hui à l'Assemblée que la force du changement qui n'a aucun député. Bien sûr, les amis que vous avez mentionnés sont des compatriotes. Ils peuvent aussi faire valoir donc leurs droits pour que leur parti soit reconnu. Mais dans ce cas-là, on aurait peut-être 2, 3 ou 4 partis politiques maximum.
Ce que je veux dire par là, c'est que nous devons réduire le nombre de partis parce que ce que nous avons aujourd'hui, c'est l'anarchie et ça ne permet pas de soutenir le développement durable du pays. Vous avez dit hier, juste après l'élection, que vous allez vous rendre disponible pour les nouvelles autorités. Comment cet appel du pied a été perçu par le président Tshisekedi ? Je ne peux pas parler de... Je pense que ça a été perçu positivement parce que je l'ai rencontré personnellement. Je l'ai rencontré aussi en compagnie d'autres candidats comme moi qui n'avaient pas gagné l'élection et nous avons exprimé notre disponibilité à participer aux efforts de développement du pays. Et je vous informe aussi que j'en avais profité pour remettre à main propre la copie du plan Marshall pour la reconstruction et le développement de la RDC, le plan dont je suis donc l'auteur. Je l'avais remis à main propre donc au président de la République en lui souhaitant bonne chance. Qu'est-ce qu'il en avait ? Il vous appelle de temps en temps, il vous consulte, Je l'ai rencontré quelques fois et quand on s'est rencontrés, donc on a discuté des questions d'intérêt national et je pense qu'il est animé de bonne volonté et il voudrait faire œuvre utile. Je l'encourage encore une fois de plus de pouvoir puiser dans ceux qui n'ont pas gagné l'élection parce qu'il y en a parmi ces gens-là qui ont de très bonnes idées pour le pays et s'il peut travailler, rassembler tous les Congolais pour qu'on regarde dans la même direction, ce pays va pouvoir en bénéficier. Vous disiez hier que ce plan n'était applicable que par vous. Il ne peut être appliqué que par moi en réalité. Vous savez pourquoi ? L'expérience que j'ai eue, 40 ans dans le domaine du développement, sur 85 pays, sur les 5 continents, personne d'autre dans ce pays n'a cette expérience. Alors pourquoi l'avoir remis au président ? Je peux remettre, il peut faire œuvre utile comme je dis, il peut lire, mais il ne peut pas appliquer le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC dans son entièreté pour réaliser les objectifs tels qu'ils conçus, parce que au-delà de ce qui est écrit dans les documents, il y a l'expérience personnelle. C'est une expérience vécue. Et il n'y a que moi qui ai vécu cette expérience-là. En tant que ministre du Développement, en tant que membre du gouvernement ou membre de son cabinet, vous ne feriez pas œuvre utile dans ce sens ? Non, je n'ai jamais approché les choses sous forme donc des postes donc à occuper. Je ne suis pas à la recherche donc de cela. Mais ce que je pense, c'est que pour appliquer le plan dans la globalité, pour qu'il puisse bénéficier au peuple congolais, il faut que la personne qui connaisse le plan soit en position de pouvoir avoir une mainmise sur ce qui se passe donc au niveau du pays. Et en étant juste un petit ministre quelque part, je ne pense pas que ce soit possible d'appliquer l'entièreté du plan tel que je l'avais conçu. Il faudrait de quoi au minimum ? Bon, je ne voudrais pas discuter sur Top Congo. Petit ministre. Non, je ne voudrais pas discuter sur Top Congo des postes qui... c'est comme si j'étais donc à la recherche de postes. Je ne voudrais pas donner cette impression donc au public congolais. Je voudrais dire simplement ce que si nous voulons réussir en tant que pays et nous avons quelqu'un qui a une vision de développement du pays, il faut que cette personne soit utile d'une façon ou d'une autre. Et il y a des personnes qui sont habilitées à discuter avec moi pour savoir comment on peut arriver à prendre avantage de cette expérience. Je vous informe que je suis en train de faire le tour des écoles secondaires, universités, et j'échange avec les étudiants le contenu du plan. Et partout où je passe, les gens crient en disant c'est ça qu'il nous faut pour développer la RDC. Et je voudrais vraiment inviter tout le peuple congolais à prendre connaissance dans les détails de ce plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, car il peut nous permettre de devenir pays émergent en 15 ans, créer des emplois pour tout le peuple congolais, développer les infrastructures, industrialiser le Congo, diversifier notre économie et surtout doter le Congo d'une monnaie nationale crédible. Pourquoi ? Parce que comme vous le voyez aujourd'hui, la dépréciation continue du franc congolais a un impact considérable sur le niveau de vie de la population congolaise. Tout le monde en souffre. Les exemples les plus récents, c'est les révoltes des étudiants au campus de Kinshasa, à l'ISC, à l'IFASIC et dans d'autres établissements scolaires. Pourquoi ? Parce que les frais scolaires qui sont en réalité fixés en dollars, on les convertit en francs congolais. Ça a mis la population congolaise en situation telle qu'ils sont incapables de pouvoir subvenir à leurs besoins. Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des 7 derniers jours, son avis, ses projets. C'est sur Top Congo FM, une demi-heure sur l'info, pendant et après la grande édition de dimanche, c'est à 13h. Je vous retrouve tous les dimanches, 13h, dans le Face à Face. Rediffusion dimanche soir et lundi.